Voilà, donc nous avons Alexandre Berruet qui est dirigeant et fondateur de My Virtual Classroom et Loïc, on m'a demandé de préciser avec un tréma, donc Loïc Exactement. tréma, Fréquelin de EDF. Les micros vont fonctionner dès que vous aurez la parole. Moi, je ne parle pas trop longtemps et je vous laisse nous raconter un petit peu l'histoire de comment tout ça s'est déroulé. Merci, messieurs. Allô? C'est le son? Comptez pas sur moi pour parler de la technique, hein. Pour dire que c'est l'effet démo, tout ça. Ah, je vais dire ici. I'll sail the to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Merci. Hi, and welcome to this very natural setting. Today, I want to talk about a Désolé. Comment? Je vais essayer, mais j'ai plus l'image. Je veux bien, mais. Bon, au moins, on n'oubliera pas la tech, hein, puisque c'était le sujet. Donc, comment oublier la tech? Allô? Voilà. Donc, voilà, on n'oublie Yes. pas. Bon, je voulais vous montrer cette vidéo qui est très drôle et qui, en gros, nous montre à quel point, en fait, le métaverse, il a été raillé cette année. Vous pouvez lire les sous-titres. Par rapport à, effectivement, toutes les promesses qu'il a données. Il y a l'Islande qui avait produit ce clip et qui nous a montré à la Mark Zuckerberg dans sa dernière présentation. Vous voyez, c'est très singé, c'est exactement le même genre de présentation. À quel point c'était réel ce qu'il vous proposait en Islande également. L'idée de ça, c'était surtout d'enchaîner sur ce qu'on a à dire avec Loïc par rapport à cette espèce de bashing du métaverse. Et on va essayer de retourner notre avis sur tout ça. Donc bonjour à tous, déjà merci d'être là, merci d'être venus nombreux. Pour commencer, une petite astuce classe virtuelle. Quand vous sentez que ça s'endort, qu'il y a besoin de mettre un petit peu de peps, justement, vous pouvez
Ah bah je vais devoir rester sur le PC aussi. Vous pouvez donner une petite photo, vous balancez une petite photo de Zuckerberg, je vais le faire par rapport au speech. Vous balancez une petite photo de Mark Zuckerberg et puis vous mettez à côté quelque chose comme est-ce que ça vous inspire en question. En général, vous allez lancer un débat interminable qui va durer des heures parce que en fait, ce personnage, malheureusement, c'est peut-être celui qui a reçu le plus de bad buzz ces derniers temps. C'est vrai qu'il a répondu d'ailleurs à cette vidéo avec beaucoup d'humour, donc je pense pas qu'il soit très très bien représenté en ce moment. Mais c'est pas très étonnant en même temps parce qu'une partie de ses collaborateurs, comme vous le savez, le surnomment l'œil de Sauron. Donc faut pas être surpris dans ces cas-là. Pourquoi ce futur qu'il nous propose peut nous faire peur? Pourquoi? Parce qu'il y a un mot, le M-word, métaverse, on devrait dire plutôt les métaverses, qui malheureusement inspire beaucoup de craintes et beaucoup de critiques dans notre secteur, à tel point qu'il y en a certains qui n'osent même plus prononcer ce mot pour définir un petit peu ce qui va se passer en matière de futur, notamment d'apprentissage. Ce mot, il était sur toutes les lèvres il y a à peine un an, et aujourd'hui, il n'y a plus grand monde sur ce salon qui ose le prononcer. Alors avec Loïc, évidemment, on préfère voir Marc en avatar, même si, comme vous pouvez le voir, la promesse, elle n'est pas tout à fait au rendez-vous. Enfin, la promesse qui a été vendue, en fait, par rapport à l'expérience réelle que vous voyez derrière moi, c'est pas tout à fait au même niveau. Il y a un petit décalage par rapport à ce qu'il nous raconte. Mais on va essayer d'être réaliste, on va essayer d'être positif par rapport à ça. Mais pour revenir sur ce décalage entre la promesse vendue et finalement l'expérience réelle qu'on nous délivre, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, par exemple, dans les chaînes de fast-food, où ce que vous allez manger, ça a l'air super bon, et puis quand ça arrive, c'est pas du tout la même chose. Je trouve que c'est assez représentatif du décalage qu'on vit nous aussi dans le digital learning. C'est-à-dire qu'on nous vend parfois des expériences hallucinantes, et en fait, ça fait plouf parce qu'il n'y a pas les résultats qu'on voulait escompter. Je m'explique. L'essor de notre secteur, le digital learning, il date d'il y a à peu près 25 ans. Et ça fait 25 ans qu'on cherche comment on peut former en ligne à peu près de la même qualité qu'on formait en salle. Pour ma part, mes journées sont partagées entre l'innovation technique d'un côté, comme les plateformes pour My Virtual Classroom, les webcams, et puis de l'autre côté, l'innovation pédagogique, comme faire un bon scénario de webinaire, de classe virtuelle, bien former quelqu'un à parler et à être à distance. Et du coup, parfois, je me dis, dans notre secteur, on ne serait pas un peu schizophrène dans le digital learning, parce que on accorde énormément d'attention finalement à tout ce qui est LMS, à tout ce qui est innovation technique. Les modalités, c'est aussi technique. Les modalités, on adore ça. Chaque année, je ne sais pas si vous avez remarqué, on en met une en particulier sur ce salon, sur son piédestal. Ça a été le mobile learning, ça a été le rapid learning, le micro-learning, le social learning. Maintenant, c'est l'adaptive learning. Et puis le petit dernier dont on vient de parler juste avant, le podcast learning. Peut-être que ça sera l'immersive learning, effectivement, dans quelques années, comme on va en parler. Et après tout, il nous reste très peu de temps par la suite pour essayer de se concentrer sur le retour à la standardisation, à la sécurité, le retour à l'humain et le retour à la pédagogie. Donc on est un peu schizophrène, on est un peu partagé, tiraillé entre ces deux choses-là. D'ailleurs, le nom de ce salon, il est très révélateur. Learning Technology. Deux forces totalement opposées qu'on essaye d'unir pour avoir le résultat qu'on recherche. Comment trouver l'équilibre entre la tech et la pédagogie? Il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est que la tech ne doit pas l'emporter sur la pédagogie. Et pourtant, la tech, elle nous fascine. La tech, elle nous absorbe. On se projette, on teste, on essaye, on regarde les résultats. Bref, on est dedans quand même toute la journée. Je vous donne un exemple avec Loïc, ici présent, d'EDF. On a failli commencer cette conférence avec cette slide, avec ces 4 termes. Blockchain, NFT, crypto, métaverse. On aurait pu effectivement commencer cette conférence en vous disant que le métaverse représente une révolution, un bouleversement pour la formation et la classe virtuelle. Moi, j'y crois. Je pense vraiment que ça va changer les choses d'un point de vue de l'instinctivité de nos relations sociales, de nos interactions dans les classes virtuelles. On aurait pu continuer en vous disant qu'on va sûrement assister à une tokenisation de tout ce qui est formation tout au long de la vie. On aura des items, des tokens dans notre sac à dos, des formations qu'on a faites. Et puis, grâce à la blockchain, par exemple, on va favoriser la reconnaissance des diplômes et des certifications. Et puis là, et c'est vrai en plus, Loïc, il m'a dit bullshit, on fait pas ça. Et il avait parfaitement raison. On doit fuir ce buzz. Ce qui compte, c'est pas la technologie, aussi prometteuse soit-elle. Ce qui compte, c'est comment on va l'utiliser, ce qu'on va en faire tous ensemble. Et c'est le cas également sur l'immersive learning qui nous intéresse pour les classes virtuelles. Donc je me tourne vers toi, Loïc, pour savoir si dans ta belle entreprise EDF, il n'y aurait pas déjà une application de tout ça, tout ce qui est derrière, pour qu'on n'en fasse pas du bullshit, mais qu'on en fasse quelque chose qui donne des résultats. Alors, j'assume, hein, Alex, le fait de t'avoir soufflé le terme de bullshit pour plein de raisons. Pourtant, ce que tu dis est vrai, hein, mais pour plein de raisons. En fait,
quand on regarde bien par rapport au digital learning, ça a permis d'ouvrir une porte, la porte de la réalité virtuelle et pour certains cas d'usage, des jumeaux numériques. Sauf que c'est plus complexe qu'un e-learning plug and play. Je m'explique. En fait, quand on ouvre la réalité virtuelle, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite pas mal de choses et du temps, et beaucoup de temps. Et ça peut générer, et je l'ai constaté, un phénomène d'évitement. Phénomène d'évitement pour deux inconnus. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, le niveau d'effort pour y accéder, et puis deux, la plus-value qu'on va y trouver. Et donc, ce risque d'évitement, qu'est-ce qu'il fait? Il favorise les formations classiques. Et pourtant, on arrive sur un commencement, une nouvelle ère en fait, et la duplication réelle du réel. Je le refais, la duplication réelle du réel. Et là, c'est là qu'on va parler de jumeaux numériques, mais pour ça, il faut le démontrer. Il faut comprendre où on va, il faut comprendre avec quoi, et il faut comprendre comment. Alors, il y a plusieurs styles, Alex, de jumeaux numériques. Moi, je travaille sur un jumeau numérique en particulier. On va entendre parler souvent du BIM. Si ça parle à quelqu'un, le BIM, des Building Information Modeling. Vous avez la même chose si vous remplacez le B par un C pour City. Et puis après, on va remplacer le C pour un T pour Territory. En fait, ça n'a pas de limite. En vrai, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la duplication d'un élément isolé de la vie réelle. Et pour ça, pour l'avoir, on va mettre de l'IoT. Alors là, on rentre dans le dur de l'informatique. C'est l'Internet of Things, l'Internet des objets. Et ça va capter la data. Et en fonction de ça, on aura de la big data, parce que plus il y a des flux, plus il y a de la data, donc on parle de big data. Mais alors attention, maintenant, on est sur l'écueil. Il ne faut pas confondre un jumeau numérique, c'est-à-dire la maquette d'un bâtiment, par exemple, avec ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les datas qu'il compose. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu Matrix, le film Matrix, les 4 films Matrix? Il y en a qui l'ont... Non, tout le monde l'a vu, donc voilà. Sur ce film-là, en fait, il y a ce que vous voyez, ou ce que vous croyez voir, et puis il y a les datas derrière. Et ben c'est ça, en fait, le jumeau numérique dont je vous parle. C'est le jumeau numérique qui permet de faire parler toutes les datas entre elles, et donc tout le potentiel qu'il y a derrière. Et donc dans les données, ce qu'on va voir dans le slide suivant, dans toutes les données opérationnelles, l'intérêt c'est qu'elles soient contextualisées pour avoir l'interactivité avec la réalité en temps réel et à distance. Alors je vais vous donner 3 exemples. La variation de température, c'est tout simple. Et dans un bâtiment, si vous intégrez la température de nos corps, nos enveloppes corporelles, tout ça, en fait, l'intelligence artificielle, elle va le gérer maintenant. Après, il y a l'évolution de la maintenance. Vous savez, la maintenance qu'on disait conditionnelle, où on envoyait un agent pour aller mesurer l'état de vie d'un composant. Et bien demain, l'intelligence artificielle fera qu'on le fera à distance et ça devient une vraie maintenance prédictive. Et pour ce qui nous concerne, Alex, là, pour le coup, on est sur la modification d'un scénario d'apprentissage au fur et à mesure de la progression. Donc l'IA va gérer ça en situation quasiment en temps réel. Et là, pour le coup, je redescends d'un cran, si vous voulez bien, c'est que l'IA, c'est uniquement un algorithme bien entraîné. C'est juste ça, mais pas plus. Alors, si on se désynchronise des objets réels, ce jumeau numérique, le jumeau numérique dont je vous parle, c'est vraiment un premier outil de formation qui est vraiment fascinant et très très efficace. Et il va permettre non seulement d'être indispensable, ça c'est sûr, mais de faire des simulations de compétences, de permettre des erreurs sans incidence, de s'entraîner aux gestes métiers parfaits. Et ça, on l'a vu, hein, Alex, avec My Virtual Classroom, quand vous m'avez accompagné sur Club Innovation, formation que j'animais pour le groupe EDF. On l'a fait plusieurs années consécutives. Là, on a bien vu ce potentiel-là émerger. Ça permet de faire des projections, des scénarios. Et là, tenez-vous bien, sans l'intervention d'un tiers ou d'un formateur. On est sur un autre paradigme. Alors, donc, ce jumeau numérique, on peut dire que c'est un chaînon qui unit vraiment tout ce dont on a besoin. On va même avoir un néologisme, un anglicisme, quoi. On va parler d'énableur, ce qui va permettre de faire quoi? De faire parler ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les datas entre elles. Donc, imaginez, quand on parle de métavers, il y a plusieurs métavers, il y a plusieurs technos. Donc là, on va parler d'omnivers. Et ce jumeau numérique va pouvoir naviguer dans tous ces métavers pour naviguer dans l'omnivers avec vous au centre et l'apprenant. Donc ça, c'est quand même pas mal. En plus de ça, on aura une trace au sens knowledge management. On pourra s'améliorer grâce à ça et on ne se posera plus la question de savoir si cette techno est là. Ça rejoint ce qu'on se disait au départ sur le fameux néologisme discret tech, la tech discrète. On n'aura vraiment plus besoin de se poser la question si elle est là. Et comme tu disais, Alex, si ça se trouve, le métavers, le jumeau numérique, peut-être que ces mots-là, on les entendra plus dans quelques années. Oui, au même titre que Cybernaut, plus personne n'utilise ça. L'internaute, le Cybernaut, le HTTP.
Le métavers va peut-être disparaître au profit de Web 3 et puis Web à nouveau. C'est juste que nous, on est tous basés sur le Web et on est en train de réinventer le Web. Mais moi, j'aime bien deux choses ici. C'est retour vers le futur, faire des branches. Vous vous souvenez du docteur Emmett Brown qui disait faut qu'on revienne parce qu'on a changé le futur. C'est une catastrophe, faut qu'on le remette à l'endroit. J'aime beaucoup ce côté. On va pouvoir s'entraîner dans des branches du futur, regarder un peu comment on évoluerait et puis se dire bah, c'est pas grave, je me suis trompé, mais je fais une autre branche. Et le dernier point qui est pour moi, très important, Loïc nous disait, si on désynchronise le jumeau numérique, en fait, on a un outil hyper puissant de formation. Parce qu'on ne va plus avoir une incidence sur la réalité et on va pouvoir se tromper sans avoir d'incidence dessus. Si on le resynchronise avec des supports de formation, on va pouvoir avoir des données en temps réel de la chose sur laquelle on est en train de se former. Et nous, ce qu'on voit pour être très activable et pragmatique, c'est de commencer à modéliser des objets, comme le disait Loïc et Enabler, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être transverses sur vos différentes modalités. On va pouvoir les regarder dans un navigateur web. On peut d'ores et déjà les regarder en classe virtuelle et les manipuler en 3D. Et on va pouvoir les faire tourner, mieux les appréhender et s'en servir pour une meilleure mémorisation. Alors là, on est en train de le faire tourner tout simplement dans PowerPoint. On peut le faire déjà dans Teams, on peut le faire dans tous les sens, avec n'importe quel participant qui pourrait déjà commencer à le manipuler. En formation physique, c'est cet objet. On l'a juste modélisé pour que vous puissiez vous former par exemple sur comment brancher une voiture électrique avec les deux bornes du bon côté. Et puis, on a des players, on a des lecteurs qui nous permettent de le manipuler par exemple sur le web ou dans vos plateformes de e-learning. Donc vous pouvez aussi l'intégrer à vos modules de e-learning pour l'auto-formation. Donc là, on a par exemple la possibilité de le voir sous tous les angles, de cliquer sur des éléments contextuels pour en apprendre plus et se former dessus dans toutes ces dimensions. On pourrait imaginer un quiz à la suite de ça qui nous dirait ok, on prend quelle borne du coup du côté voiture. Et puis alors là je vais plus loin parce qu'on est obligé de ramener ça à la classe virtuelle. Ce qui me fascine, là vous le voyez, on est en train de le faire tourner dans tous les sens, ça serait de le faire dans un environnement 3D tous ensemble, dans une salle finalement immersive. Et si on revient justement un petit peu à la formation et à la classe virtuelle, je pense qu'on traverse en ce moment une vraie crise du lieu de travail bien sûr, mais aussi du lieu de formation. En fait, on a dépensé tous des fortunes pour faire des universités d'entreprise, des learning academies avec de la restauration, de l'hébergement. Et puis, il y a quand même le problème des personnes qui nous disent « Mais moi, je suis en télétravail tel jour, je ne pourrais pas venir. » On sait tous que la classe virtuelle, c'est une super réponse à ça, qui parfois dépasse même le présentiel. Je pense, par contre, qu'elle a encore un écueil, un défaut. Je dois vous avouer, c'est que sur le lieu, elle est moins forte que le présentiel. On a perdu un peu cette notion de lieu quand on est tous passés sur les écrans en visioconf, en classe virtuelle. C'est cool, on est à distance, on voit les autres, on peut interagir avec eux, on apprend. Mais c'est vrai qu'on n'a plus cette notion de je suis parti à l'extérieur de mon bureau, j'ai été en retraite, par exemple, avec mes collègues dans un environnement qui est tout autre. Et je crois qu'en fait, on va réinventer ce lieu. Donc ce domaine, on va essayer de le réinventer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Loïc, au niveau du lieu de formation. Alors, d'abord, moi, ma conviction profonde, c'est que le lieu physique, il n'est pas mort. Alors, donc, je vais rendre hommage déjà à un lieu important qui est la Learning Factory du groupe EDF. Pas de raison. Et que je fasse hommage aussi à ces protagonistes qui sont avec moi de part et d'autre, qui se reconnaissent. En fait, on a besoin de sortir de son environnement physique. Ça, c'est clair. C'est évident. Aussi pour diminuer la charge mentale. Alors, d'un côté, on se retrouve avec ce que tu dis, des outils ultra performants, vraiment adaptés à chacun, pour avoir une information pertinente dans l'immédiateté. De l'autre, quand on va sortir physiquement, ce sera pour des sessions qui ont de la gueule. Mais vraiment, on en a besoin. Et puis avoir des interactions qu'on appelle mammifères, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même des êtres sociaux et on le reste, et je pense qu'on va le rester longtemps. Donc, du coup, on dit que la techno, elle sera secondaire. Et moi, c'est vraiment ce que je pense. Au pire, en formation physique, on fera du figital, c'est-à-dire qu'on va associer le digital, mais en physique, et on n'ira pas plus loin parce qu'on veut être ensemble et avant tout ensemble. Et ça, c'est important. Alors, si on revient justement sur la formation à nouveau, on a dit on peut digitaliser les objets en 3D. Donc, on va pouvoir faire des jumeaux numériques des objets et se former dessus. Pourquoi pas faire des jumeaux numériques de nos salles de formation en essayant d'avoir un peu plus d'imagination que des chaises et un plafond d'ailleurs. C'est si bien si on arrive à aller, comme je le mets là sur la slide, sur la Lune par exemple, pour faire une intelligence collective pendant 2 heures. Il y a aussi, si on tire le fil, le jumeau numérique de nous-mêmes. Et ça, c'est le thème des avatars qui nous vient tout droit du jeu vidéo. Je me rappelle de la première fois où j'ai joué à FIFA sur une des versions, c'était FIFA 16, je me rappelle très bien. Et il m'a dit, vous pouvez faire votre avatar. J'ai fait mes traits, j'ai mis mon nom sur mon maillot, je suis parti jouer au foot avec mes copains en ligne et je me suis beaucoup plus impliqué, imprégné. J'étais vraiment immergé dedans, beaucoup plus. C'était une petite révolution pour moi, Loïc. Ouais, mais ça je comprends. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent pas forcément aller jusque-là parce que ils peuvent aussi avoir peur. Donc ce que moi j'ai constaté, c'est que c'est pas forcément une représentation
de soi. Pourquoi? Parce que derrière, on a besoin d'augmenter la fertilité de l'esprit en ne s'exposant pas. Et donc, avoir un avatar neutre. Et ça évite aussi quelque chose d'important. C'est le biais cognitif qu'on a quand on a un personnage. Donc, un personnage neutre, c'est intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des études qui montrent d'ailleurs que si ils ont mis en fait un groupe d'apprenants en réalité immersive, en classe virtuelle immersive, avec leurs avatars qui leur ressemblaient, et un autre groupe d'apprenants avec des avatars comme Léonard de Vinci. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient l'avatar de Léonard de Vinci, ils étaient beaucoup plus créatifs, beaucoup plus imaginatifs, parce qu'ils étaient dans les habits de Léonard de Vinci. Donc ça va aussi nous offrir ce genre de choses qui sont quand même assez, outre le côté ludique, fortes, je pense, d'un point de vue cognitif. Dans tous les cas, on est d'accord que ce jumeau numérique, pour le coup, on va le désynchroniser. Hein, on va surtout pas jouer avec notre avatar sur la personne réelle du monde physique en question. On peut passer après, effectivement, au niveau imagination, à plein de variantes différentes. Je vous raconterai tout à l'heure d'où viennent ces images, mais grosso modo, en fait, c'est un avatar sur la base de Spider-Man à différentes époques. Je trouve que c'est assez bluffant et ça nous prépare quelque chose de sympa. On va quitter un peu le Ying, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure, on a dit on est beaucoup trop attiré parfois par la technique et la technologie, pour retourner dans le Yang de la pédagogie, et vous parler un petit peu quand même d'une chose qui malheureusement, que je regrette, c'est qu'on a fait beaucoup de place au désynchronisé, à l'asynchrone, aux formations où on est seul, et moins de place ces derniers temps, je trouve, aux formations en live. On vit une époque, en fait, globalement, où on préfère regarder des Netflix plutôt que de sortir assister à un concert. Si je reprends un autre exemple sur la formation, vous regardez les expériences immersives aujourd'hui, elles sont toutes pour la plupart seules, single player, et en asynchrone. C'est-à-dire qu'on nous a livré un contenu qui n'est pas très organique, qui ne va pas bouger avec mes attentes, mes questions, mes difficultés. Moi, je crois beaucoup quand même au live et au multiplayer, et je pense que l'immersive learning va réhabiliter un petit peu ces deux valeurs. Un autre exemple de la vie réelle, qui nous touche, nous, avec les replays chez My Virtual Classroom et au My Webinar. Qui aurait regardé la Coupe du Monde en replay? Personne. On n'allait pas regarder la finale de la Coupe du Monde en replay. D'ailleurs, on l'a regardé en live, mais souvent à plusieurs aussi. Donc je pense qu'il y aura toujours de la place pour ces expériences de formation où il y a des personnes pour nous challenger. Il y a des personnes qui nous remettent en question et qui nous disent non, on a une meilleure idée que celle qu'on est en train d'échanger, et qui font avancer justement le schmilblick de nos organisations. Une tendance que je trouve assez forte récemment, c'est l'hyper-hybridation de la formation. C'est le fait qu'on est tous un peu, vous savez, les mixologues, ceux qui font les cocktails dans les bars. On est tous un peu ça en fait dans ce secteur aussi. On mélange de la formation formelle avec de la formation en situation de travail de plus en plus. On mélange de la formation sur site avec de la formation en ligne de plus en plus. On adore ça d'ailleurs. L'interne, par exemple, une formation réservée à votre entreprise, vous allez parfois aussi l'ouvrir sur de l'inter, une formation où vous allez rencontrer d'autres entreprises. On mélange le local sur Paris avec par exemple la province, ou sur un pays avec l'international, le global. Et puis mes deux préférés, bien sûr, on mixe de plus en plus le seul et en groupe, et le asynchrone et le synchrone. Alors, on a parlé de digitalisation des objets, digitalisation du lieu, digitalisation de nous-mêmes en avatar. La dernière digitalisation qui va avoir lieu d'un point de vue presque jumeau numérique, c'est les jumeaux numériques, ou la digitalisation en tous les cas des interactions. C'est marrant, on est passé de ces trois grandes époques qu'on va continuer à mixer d'ailleurs. Je ne souhaite pas que le physique disparaisse comme nous tous. Du physique, où là vous avez un high five qui est une grande tradition chez My Virtual Classroom en physique. Vous avez un virtual high five au milieu que nous on a fait toutes ces dernières années des dizaines et des centaines de fois. C'est Loïc et moi en train de préparer cette conférence. Et puis on va aller tout doucement vers le high five que vous avez à droite, qui nous permet, l'air de rien, de vivre quelque chose qui est assez fort, de voir ces petites étoiles et ces petites étincelles entre nos deux mains. Alors qu'en fait, on est juste tous les deux dans une pièce totalement différente, c'est d'avoir l'impression d'avoir augmenté un petit peu ce high five avec nos avatars et les choses avec lesquelles nous sommes venus dans ce monde-là. Donc en ce qui concerne les interactions synchrones, nous, on a passé les dernières années à essayer de les sublimer. Vous savez, le lever de main, les réactions sur le chat, le fait de passer en sous-groupe. On va pouvoir, à mon avis, d'un point de vue naturel, beaucoup plus instinctif, s'asseoir, se lever, passer d'une table à l'autre, lever la main, ça sera plus un bouton, ça sera je lève la main à nouveau. Et je pense que ça, c'est assez fascinant. Ça va être basé, ça va s'appuyer sur deux technologies. Une troisième sur laquelle on va arriver juste après, que vous connaissez aussi, c'est la suite logique. On pourra y aller en fait dans ces mondes, soit en restant dans notre bureau avec notre environnement physique et en les faisant apparaître par la réalité augmentée. C'est ces mondes-là qui viennent à nous, dans ce cas-là, ça s'appelle la réalité augmentée. En y allant, ça s'appelle la réalité, donc du coup immersive, la réalité virtuelle, où là vraiment j'ai un décor qui n'est plus mon bureau.
et en immergeant dessus. Et puis le troisième, c'est le meilleur pour moi, c'est ce que tout le monde cherche à faire d'un point de vue technologique en ce moment, c'est de mélanger le tout et d'avoir ce genre d'expérience qui arrive dans nos entreprises. Où en fait, il y aura des personnes qui seront physiquement dans leur bureau, qui ont décidé de ne pas aller trop vers la technologie, d'autres qui iront de manière très légère, avec juste leur avatar qui apparaît comme ça en face de quelqu'un, et puis d'autres personnes qui seront là de manière holographique, avec leur vrai être devant nous. Et là, on aura mélangé les trois, et à mon avis, on va vivre des expériences immersives, ce que j'appelle donc des espaces sociaux d'apprentissage, qui vont, à mon avis, celle-ci, elle me fait encore plus fasciner, d'ailleurs. Elle me fascine encore plus. Parce que je trouve que l'environnement, il est tellement réaliste. Ouais, on n'est pas très loin de ça, je tiens à vous le dire. En ce moment, vous pouvez venir sur notre stand, on n'est pas très très loin de ça. On voit les personnes en visioconférence arriver sur notre décor, on les déplace où on veut, on voit une plage à droite, on voit nos collègues à gauche, on a un tableau noir pour aller écrire dessus, la présentation PowerPoint avec l'objet en 3D du câble électrique qui tourne et qu'on peut aller manipuler. On est vraiment déjà à cette époque où, en bêta, on peut vivre à peu près ce qu'il y a sur cette image. Voilà. Immersion, interaction, imagination, les trois I magiques là-dessus. Merci beaucoup. Attendez, on va juste conclure. Non, on va pas beaucoup attendre, il faut vraiment conclure. C'est incroyable pour des gens qui veulent nous faire oublier la tech, de nous immerger dans autant de tech, c'est fascinant. Concluons, s'il vous plaît, ce serait super. C'est ça, justement, on est à la conclusion, excellent. François. Alors, très rapidement, en tout cas, ce qu'on voulait vous dire avec Alex, c'est cet effet wow-bof. Alors, c'est pour rendre hommage aussi à quelqu'un qui était intervenu au Club Innovation que j'animais, c'est Louis Dupin d'I2L France Immersive Learning. L'idée, c'est très simple. C'est de ne pas céder aux sirènes du marketing, à la fois donc par rapport à l'externe, mais aussi quand on a son propre catalogue sur lequel en fait on a envie de faire venir des gens et on fait des choses clinquantes. Donc wow bof, attention parce que des fois les paillettes ça saoule. Donc ça c'est important de le garder à l'esprit. Voilà. Juste vous dire que moi je pense qu'on arrive vers une ère qui s'appelle l'ère du post-digital où on a envie que la tech se fasse le plus discrète possible. Après en avoir tant parlé et l'avoir tant eu dans notre vie pour qu'elle soit justement intégrée naturellement à notre environnement physique. Et pour reboucler sur le tout début avec notre cher Mark Zuckerberg, en fait, c'est pas tant ce qu'il nous propose qui nous fait peur, c'est surtout comment il veut l'implémenter. On a des doutes, on a des expectatives, et donc il n'appartient qu'à nous de le faire mieux. Et juste pour reboucler sur l'équation learning et technologie, je pense que quand on l'aura résolu, on s'appellera plus learning technologie, on s'appellera learning tout court, et ça voudrait dire qu'on aura passé cette grande phase où en fait on était en train de tout digitaliser, les contenus, les interactions, etc. Voilà, on était ravis d'être avec vous. On vous laisse avec une citation qui résonne beaucoup pour nous avec Loïc. Former les hommes, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Il faut de l'émotion, il faut de l'engagement pour que ça fonctionne. On est d'accord. Bon, ça merci beaucoup, on peut les applaudir. Formidable.